Bonjour Caroline. Bonjour Charlotte. Elle est diplômée de Sciences Po. Elle est experte dans les sujets de recrutement et de la diversité en entreprise. Ses domaines de prédilection, c'est l'intelligence artificielle et l'informatique. Elle va vous en parler un petit peu. Elle est aussi cofondatrice d'une association qui s'appelle Women in Machine Learning and Data Science. Son leitmotiv, c'est de sensibiliser les managers et les intervieweurs sur les biais et leur montrer comment ces biais peuvent influer dans le recrutement, mais aussi dans la culture d'entreprise. Et je crois que c'est très important, ce point. C'est tout un programme. Et Caroline, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Charlotte. Alors, tout a été dit. Je ne vais pas répéter. Je suis recruteuse dans la tech depuis 10 ans. Et mon dada à moi, c'est de recruter des métiers en tension. Je suis spécialiste du recrutement en informatique et en intelligence artificielle. Je vous rassure tout de suite, si vous m'aviez invitée à déjeuner, c'est pas comme ça que je me serais présentée. Mais là, c'est trop tentant. Il est 8h du matin. Vous ramez quand même un peu tous, d'après ce que j'ai compris, à recruter. Alors, j'y vais franchement. Et d'habitude, quand on m'invite, eh bien, on me fait parler du manque de mixité, de la sous-représentation des femmes dans l'informatique et l'IA. Bon, là, ça tombe complètement à côté, puisqu'à priori, vous avez un métier qui se féminise. Et j'ai fait mes devoirs. J'ai lu l'atlas démographique de cette année, qui a été fait par l'Ordre des vétérinaires. Et franchement, ça m'a beaucoup plu. Et j'ai retenu 2-3 petites choses. Alors quand même, 55,6% des vétérinaires sont des femmes. Parmi ces dernières, 72,4% ont moins de 40 ans. Il y a un chiffre qui ne figure pas sur la slide, qui m'a aussi interpellée. C'est qu'a priori, des vétérinaires qui pratiquent de la chirurgie sur les animaux, etc., en fait, il y en a beaucoup plus. C'est un chiffre qui est en augmentation. Alors, c'est majeur, hein, 656 en plus. Et là, je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas, parce que quand j'ai parlé avec Marie-Lou, Céline et Grégory, j'ai compris qu'il y allait avoir un problème. Dans 3 ans, a priori, il y aura une pénurie d'à peu près 2000 vétérinaires. Et ça, c'est quelque chose auquel vous êtes déjà exposé. Alors, là, c'est la fin de la blague, parce qu'après, vous êtes dans le top 10 des métiers les plus difficiles à recruter d'après Pôle emploi. Franchement, chapeau. Vous êtes derrière les charpentiers, les couvreurs, les géomètres, les tuyauteurs, et ensuite viennent les vétérinaires. Et c'est là que ça devient intéressant entre vous et moi. Parce que tous les jours, je travaille avec des managers, avec des dirigeants, des dirigeantes, qui ont des problèmes. Et au quotidien, en fait, quand ils me parlent à l'oreille, ils me disent quoi? Ils me disent « j'ai pas le temps de recruter ». Ils me disent « je ne sais pas où poster mes offres ». Et encore mieux, c'est que quand j'en poste, j'ai pas de candidature. Ils me disent « je ne sais pas faire passer les entretiens » ou « j'aime pas trop ça ». Et la dernière chose, c'est que souvent on me dit « non, mais en fait, franchement, on n'est pas assez, mais ça fonctionne très bien comme ça ». Donc là, il y a quand même un truc qui est sympa pour moi, c'est qu'a priori, si vous êtes là, si tôt ce matin, c'est que vous avez envie de vous équiper et de pouvoir faire face en fait, aux problématiques de recrutement auxquelles vous êtes exposés. Et comme je vous l'ai dit, moi, ça fait 10 ans que je fais ce métier-là. L'informatique, tout le monde est en compétition avec ses concurrents. Et en fait, il faut regorger de créativité. Il faut aller trouver des solutions en fait, pour essayer de se sortir de cette espèce de piège où on se dit « mais en fait, je ne vais jamais y arriver ». Et donc, si je suis là, c'est aussi parce que j'ai envie que quand vous allez rentrer chez vous, vous ayez envie de tester les pratiques que je vais vous présenter, les solutions que je vais partager avec vous. Et en fait, mon petit plaisir, ce serait de me dire que plus tard, vous reverrez Marie-Lou, Céline et Grégory, vous direz « ah, bah, tiens, ça, on l'a mis en place et ça nous a permis de… » Voilà, ça, c'est l'objectif. Bon, je vous l'avais remarqué, je suis une petite rigolote. Qui pense que recruter, c'est facile ? Franchement, super. Du coup, vous m'aidez beaucoup. Alors ça, en fait, je l'entends tout le temps. Tout le temps, on me dit recruter, c'est facile, ça ne requiert aucune compétence particulière. C'est pas faux. Par contre, recruter bien et efficacement, c'est un métier. Et je dis toujours, ce qui est facile, en fait, c'est de mal recruter. C'est de se tromper, parce que ça coûte financièrement, parce que ça coûte au moral de vos équipes, parce que tu reçois quelqu'un qui, en fait, part au bout de quelques jours ou quelques semaines, t'as un peu la honte après.
Et donc là, ce que je vous propose, on a un petit peu de temps ensemble, on va faire une balade intellectuelle. Je vais en fait vous faire une espèce d'immersion dans le monde du recrutement. Alors, de la tech, de l'informatique, mais j'ai pensé à vous en fait en faisant cette présentation et j'ai essayé de trouver des choses que vous pourriez tester et appliquer à vos sujets. Bon, donc vous m'avez entendu, recruter, c'est difficile. Et en fait, recruter sans s'appuyer sur ces biais cognitifs, eh bien, c'est encore plus difficile. Quand on recrute, il y a un truc auquel on ne peut pas échapper, c'est qu'on a tous un passif, on a tous un historique. C'est soit à l'école, soit dans nos interactions, dans notre club de sport, dans notre club de théâtre ou autre, ou dans notre parcours professionnel. En fait, on va avoir ingéré pas mal d'idées reçues, pas mal de commentaires, en fait, qu'on va soi-même appliquer sans nécessairement s'en rendre compte. Et ça, vous voyez, c'est une pente un peu glissante qui n'est pas facile à identifier. Et on va se concentrer du coup sur une chose, et j'ai une devinette. Est-ce que vous savez combien de bytes, désolé pour les plus francophones d'entre vous, un byte, c'est une unité de mesure qui est binaire. Combien de bytes notre cerveau doit-il traiter à chaque instant? Qui pense 2 millions? Vous ne savez pas à quoi ça correspond? Ok, j'entends. En fait, c'est des stimulations. Et en fait, pour qu'on puisse traduire ce qui se passe physiquement, ça a été transcrit en unité de mesure informatique. Donc, à votre avis, tentez. 2 millions, il y a des... Non. 5 millions, ça commence à devenir intéressant. 11 millions. Je viens d'entendre un truc. Bon, et bien en fait, vous aviez quasiment tous raison. À chaque instant, notre cerveau analyse 11 millions de bytes. Et là, il y a un petit truc. C'est que le cerveau ne peut en traiter que 40. Donc là, vous voyez bien le delta. Ça fait faire un sacré chemin. Et par conséquent, ce qu'on va faire au quotidien, quand on est stressé, quand on n'a pas le temps, quand on ne comprend pas trop en fait, la situation à laquelle on est exposé, et en fait, on va appuyer nos décisions en nous basant sur nos biais cognitifs. Ça, on n'est pas trop fan quand on fait du recrutement. Et ce que je veux vous garder à l'esprit, c'est qu'il n'y a pas de petits biais. Chaque biais va avoir une conséquence qui peut être positive ou négative. Et comme on ne les aime pas, on va se concentrer un petit peu sur ce que ça génère quand on recrute. Quand est-ce qu'on va s'appuyer dessus? Moi, j'aime bien la définition parce que j'aime pas les gens qui parlent de choses qu'ils ne maîtrisent pas. Les biais inconscients, en fait, c'est des raccourcis. Si vous devez retenir une chose, c'est que c'est comme une sorte d'illusion mentale qu'on va créer nous-mêmes pour comprendre la complexité du monde auquel on est exposé. Et s'il y a des cerveaux qui ont plutôt une mémoire visuelle, là encore une fois, désolé pour ceux qui n'aiment pas trop l'anglais, mais là on a une infographie avec une bonne centaine de biais inconscients, de biais cognitifs. Et là, ce qui va nous intéresser, c'est les 4 coins de notre rectangle. C'est qu'en fait, souvent, on va aller s'appuyer là-dessus. Ça va s'activer dans notre cerveau quand on a trop d'informations, quand on n'a pas assez de compréhension de la situation, quand on doit aller vite. Ça, c'est le grand classique. J'ai pas le temps de recruter. Hop, j'ai un rendez-vous juste derrière l'entretien. Alors là, vous pouvez être sûr que c'est pépite. Ou alors, quand on ne sait pas trop ce dont on doit se rappeler lors d'un entretien. Je ne me souviens plus de ce qu'a dit la personne, etc. Donc, hop, tout de suite, on va aller chercher ce qu'on connaît le mieux, notre historique, nos biais cognitifs. Et je ne peux pas vous dire ça sans vous équiper, parce que c'est bien beau. C'est un concept. Ce qui est assez piégeux, c'est qu'en fait, c'est invisible. Et vous pouvez utiliser cet outil qui s'appelle le test d'association implicite. C'est un test qui a été développé par une équipe de chercheurs en psychologie d'Harvard. Et ils ont eu la gentillesse, c'est aussi pratique pour eux, de le traduire en français. Il y a d'autres langues. Prenez du temps, c'est 15-20 minutes à faire et ça vous permet d'avoir une vision sur vos propres biais inconscients. Et il y a différentes catégories de sujets. Ça va être l'âge, l'orientation sexuelle, etc., etc. Et puis après, il y a les meilleurs amis des biais inconscients. Il y a des concepts que vous devez connaître, et je sais que vous avez vu des conférences sur cette thématique. Les stéréotypes, les préjugés, qui ensuite vont mener à une discrimination. Et ça m'intéresse parce que, petit rappel, pas très funky, mais quand on recrute, on se doit de ne pas discriminer les personnes qu'on rencontre.
Et là, bien sûr, les stéréotypes et les préjugés qui sont là, ils ne viennent pas de moi. Mais un stéréotype consisterait à dire « les femmes ne sont pas fortes ». Le préjugé, les femmes ne sont pas fortes, et donc elles ne peuvent pas lever des objets lourds. Et la discrimination, ce serait de compiler un petit peu l'ensemble de tout cela et de dire, puisqu'elles ne sont pas fortes, qu'elles ne peuvent pas lever des objets lourds, elles ne peuvent pas être pompières. Alors ça, on pourrait peut-être l'appliquer à votre métier. Moi, mes parents sont boulangers, ça passe aussi, parce qu'aller lever un sac de farine, on pourrait discriminer sur la base de stéréotypes et de préjugés. Et je vous ai dit, j'ai pensé à vous. Les stéréotypes auxquels on peut penser quand on pense vétérinaire. Donc il y a Dactari, toujours disponible, n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, et chaque animal peut être sauvé par Dactari. Ou alors, un petit peu plus récent, une saison aux zoos. Ouais, parce qu'en fait, c'est quand même sympa d'être vétérinaire quand on est exposé à des animaux tout aussi exotiques les uns que les autres. Bon, tout ça, ça fait un peu mal en fait à une profession. Et la représentation qu'on peut se faire d'un métier, ça a une influence sur le nombre de personnes qui vont intégrer les formations associées. Pour les vétérinaires femmes qui seraient dans la salle, je ne vous ai pas oublié, vous arrivez un peu plus tard. Donc maintenant, vous avez compris, je suis recruteuse, on a parlé des biais inconscients. Il y a des trucs à savoir. C'est que pour contrer les biais inconscients, il faut questionner ces pratiques. Ouais, c'est pas en faisant les choses comme vous avez toujours eu l'habitude de les faire qu'il faut vous attendre à avoir un résultat différent. A priori, là-dessus, vous allez me suivre. Et là, je vais partager une citation que j'aime beaucoup. En général, les organisateurs de conférences, ils adorent les citations d'explorateurs, d'entraîneurs de rugby comme Grégory, les gens qui se sont illustrés. Et moi, j'adore Aimé Jacquet, l'entraîneur de l'équipe de France de foot de 1998. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Le travail individuel permet de gagner un match, mais c'est l'esprit d'équipe et l'intelligence collective qui permet de gagner la Coupe du Monde. Alors, comme on adore ce type de citation, c'est hyper cool d'écouter. Par contre, ce qui est encore mieux, c'est vraiment de mettre en pratique ce qu'il nous dit. Qu'est-ce qu'il nous dit, Aimé Jacquet ? En fait, il faut faire exactement le contraire de ce que notre cerveau va nous demander de faire, à savoir recruter des gens qui nous ressemblent. Il faut recruter des gens qui ont des compétences complémentaires, ont des caractères différents. Et en fait, ce n'est pas en ayant des équipes avec que des Mbappé, des Messi et des Neymar que vous allez gagner la Coupe du Monde, mais bien en ayant... Ah, vous n'êtes pas d'accord ? Je sens qu'il y a un peu de résistance. Je pense que vous avez compris l'idée. Veillez à vraiment s'entourer de gens qui vont être différents. Donc, avant qu'on continue notre balade intellectuelle, ce que je veux que vous reteniez, c'est que identifier ces biais, c'est bien, mais les contrer, c'est mieux. Et ce qu'on doit faire, c'est mettre en place des solutions qui vont nous permettre d'atteindre ce but-là. Et là, encore une fois, je suis sympa, j'ai pensé à vous. On va commencer par le début. Là, c'est un outil qui s'appelle l'analyseur de texte, qui a été créé par une association qui s'appelle À compétences égales. Et c'est un outil qui vous permet de scanner en fait, le vocabulaire que vous allez avoir indiqué dans vos offres d'emploi. Et en fait, c'est un outil qui est assez puissant, qui va vous permettre de comprendre, tiens, attention, là, il y a peut-être un risque, vous avez genré le métier. Et là, je fais une pause. Hier, j'étais avec certains d'entre vous à l'atelier sur le recrutement et les scorecards. Et en fait, il y a un truc qui m'a un peu titillé. Vous cherchiez un vétérinaire et vous cherchiez une AVS. Franchement, je vous adore, mais on peut peut-être faire un peu mieux. Et en fait, ça, je vous invite à l'essayer. Il est gratuit. Il y a la même chose en anglais si jamais ça vous intéresse, mais c'est une entreprise qui s'appelle Textio. Et là, ce que je vous invite à faire, c'est que c'est un peu comme le test d'association implicite. Ça vous permet de mettre en lumière des choses en fait, que vous ne réalisez plus nécessairement. On continue. Alors là, je vous raconte une petite histoire. Imaginez petite Caroline en 2016 qui va à une conférence scientifique sur les systèmes de recommandation avec son entreprise de l'époque. Elle est à un stand de recrutement et en fait, elle s'ennuie sacrément. Parce qu'à côté d'elle, il y a les stands de Netflix, de Google, de Zalando. Et franchement, je ne me suis pas sentie très attractive sur le moment. Et moi, ce que j'aime toujours, c'est que quand je râle, c'est quand même une vertu assez intéressante,
j'aime bien réfléchir à des solutions. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que l'année suivante, en 2017, à cette même conférence, 2 jours avant le début de cette dernière, sur LinkedIn, sur Twitter, sur plein de canaux où se situent les ingénieurs, les chercheurs que je recrutais, j'ai écrit cet article qui dit « Je suis une recruteuse et j'aime les systèmes de recommandation ». Et en fait, j'explique comment je suis montée en compétence sur le sujet alors qu'au début, je n'y connaissais strictement rien. Et qu'est-ce que j'ai cherché à provoquer là ? Ça a marché. Quand je suis arrivée à la conférence, il y en a plein qui sont venus me voir en mode « C'est toi qui l'as écrit l'article ? On t'a aidé pour l'écrire ?» Bon, ça m'a un peu vexée. Et en fait, ce qui était assez sympa, c'est que ça m'a permis de faire un recrutement. Alors, un recrutement dans les métiers comme les miens, c'est en fait des dizaines de milliers d'euros que ça vous fait, entre guillemets, gagner. Et après, quand la personne arrive, ça peut être des millions d'euros de rapportés. Donc, c'est peut-être mais c'est quand même déjà ça. Et quand on a un métier en tension, c'est pas rien. Et là, petite pause, autre solution que j'aimerais que vous ayez. Je vous présente Aladin, un jeune tonkinois de 7 ans, qui est aussi mon arme secrète. Et en fait, là, vous avez un message que j'ai envoyé, c'était au mois d'août, à un de mes candidats. Avant son dernier entretien chez un de mes clients, je lui ai envoyé, parce que Aladin était avec moi lors du premier entretien en visio, bien sûr, je lui ai envoyé un message en disant, voilà, on pense à toi, Aladin te souhaite bonne chance, et je lui demande une photo de ses chats. Vous pourriez vous dire, elle est mignonne la petite, hein, mais en fait, ça me sert à me différencier de mes concurrents. Je cherche à provoquer le fait d'être mémorable, d'être différente. Et mon candidat, il avait plusieurs autres processus de recrutement en cours. Bon, la chute de l'histoire, c'est qu'il a été recruté. Et à la fin, il m'a fait pleurer parce qu'il m'a dit, voilà, j'ai eu une expérience de recrutement assez... je m'en souviendrai. Bon, après, vous faites face à une situation exceptionnelle. C'est délicat pour vous de recruter. Quand vous postez une offre, il n'y a rien. Donc, quand vous avez des gens en face de vous qui font votre processus, vous devez de les considérer de façon exceptionnelle. C'est ce que j'ai mis en haut, situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Ça, je ne vous invite pas forcément à le faire, mais là, je suis en vacances, ça ne se voit pas. J'étais en train de cueillir des mûres en Bretagne, et en fait, j'ai fait une offre en milieu d'après-midi à une candidate qui était à New York. Alors, je ne vous cache pas que dans ma vie personnelle, parfois, ça peut poser certaines problématiques, mais en fait, je ne regrette pas de l'avoir fait, parce qu'en fait, la personne, elle avait conscience de cela, et elle a vu que j'avais fait un effort extra pour elle. Et hier, quand je vous ai écouté, je me suis dit, on se ressemble, parce que moi, aujourd'hui, j'ai mon entreprise, et vous savez ce qui me manque ? C'est le temps. Et donc, quand je n'ai pas le temps, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est qu'en fait, vous n'êtes pas assez, vous n'avez pas le temps. Eh bien, il y a un tout petit remède que vous pourriez faire, c'est vous baliser des créneaux dans vos agendas de 1 demi-heure, de 1 heure. Ça peut paraître tout simple, mais ça va vous permettre d'avancer et de vous dédier tout de même à vos sujets de recrutement. En 1 demi-heure, vous pouvez poster une offre sur au moins 3-4 canaux, par exemple. Autre chose, vous pouvez parler de vos métiers. Vous avez un métier qui est, à mes yeux, éminemment sexy. Donc, vous pouvez en parler. Et là, je voulais vous montrer l'exemple d'une autre recruteuse dans la tech qui s'appelle Laura Chérubin. Et en fait, ça fait 25 semaines qu'elle fait un post sur LinkedIn où elle parle de son métier. Et en fait, ça, c'est très puissant parce que ça parle à ses pairs et ça parle aussi aux candidats et aux candidates. Alors, ça peut vous faire sourire, mais encore une fois, j'ai pensé à vous. Je ne sais pas s'il y a des gens du CHV des Cordeliers. Non ? Bon. Eh bien, eux, vous voyez, ils ont trop de travail, ils sont débordés. Ok. Ils recrutent, ça doit être ça. Eh bien, voilà une photographie en fait, où ils ont ouvert, c'est un service des urgences et des soins intensifs. Ça peut paraître en fait anecdotique, mais vous voyez, ça envoie des signaux en fait, d'activité, c'est un signal d'ouverture, un signal, pardon. Et donc, ça, c'est à garder. Et là, vous voyez, si je faisais la critique de cette publication, c'est dommage qu'il n'y ait que des femmes. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est la mixité. Donc, éventuellement, aller chercher d'autres spécialistes. Parce qu'en fait... mais dans la... Comment ? En plus, il y en a une qui n'a pas l'air heureuse. Ouais, gros sujet. Mais peu importe le métier que vous faites, ayez cet œil-là. Si vous n'avez qu'un seul type d'individu sur une seule photo, allez chercher des gens autour. Parce qu'en fait, il faut montrer aussi que c'est un sujet qui vous importe. On pourra en parler après. Et ensuite,
Voilà, on m'a dit, quand on poste des offres, voilà, c'est pas facile. Et bien en fait, il y a un truc à faire. C'est qu'il faut multiplier ses chances, il faut diversifier ses canaux. Donc là, je pensais à VetoJob, RecruitVet, VetsWay. Les groupes Facebook, visiblement, fonctionnent assez bien. Là, il y en a 2, il y a We Need You et les étudiants francophones de Roumanie. Petit truc, si vous avez dans vos structures vétérinaires des personnes qui sont beaucoup plus à l'aise sur les réseaux sociaux comme YouTube, TikTok ou Snapchat, n'hésitez pas à vous appuyer sur ces dernières pour créer du contenu. Ça peut être très puissant en termes d'attractivité, notamment pour les plus jeunes de vos métiers. Et en plus, c'est participatif. Voilà, ce n'est pas toujours aux associés de prendre ces efforts-là. Ça peut être bien de les partager avec les restes de l'équipe. Là, je voudrais voir votre réaction. Parce que, en fait, c'est pareil, je vous cherche un peu à vous provoquer, mais recrutez même quand vous n'avez pas de poste. Quand on est sur des métiers en tension, il ne faut pas uniquement attendre de recruter, de le faire savoir quand quelqu'un va partir. Parce qu'en fait, vous partez de beaucoup plus loin. Vous avez plus d'efforts à fournir. Et donc là, je vous donne 2 exemples. Il y en a un, je pense que vous le connaissez, c'est Doctolib. Et le second, c'est Strapi, c'est une entreprise en informatique. Eh bien, eux, ils ont en permanence des offres d'emploi où vous pouvez spontanément envoyer votre candidature. Alors, je peux entendre une critique que vous pourriez me faire. Oui, mais eux, ils ont des équipes de recrutement qui sont dédiées à ces sujets. C'est vrai. Par contre, vous pouvez en fait vous constituer un vivier de candidatures dans lequel vous allez pouvoir garder des coordonnées de personnes et lorsque vous allez avoir un besoin, vous avez déjà en fait une mine d'or entre les mains. Si vous avez du temps et que vous êtes des personnes organisées, n'hésitez pas aussi en fait à rencontrer régulièrement des personnes, même quand vous ne recrutez pas, et d'expliquer. Voilà, je sais que potentiellement dans 6-9 mois, dans 3 mois, je vais avoir des besoins de recrutement, donc on se rencontre, mais vous prenez le temps. Ça peut paraître tout bête, mais ça va vous équiper à mieux recruter. Donc retenez, avoir une offre en ligne en permanence, ça vous permet d'optimiser vos chances de capter des candidatures de qualité. Et on va continuer notre balade ensemble. J'aimerais aussi qu'on s'inspire des autres, parce que vous n'êtes pas le seul métier à avoir des difficultés à recruter. Et donc, ne vous sentez pas isolé, ne vous sentez pas acculé en fait, par les difficultés. Et pensez à être créatif. Alors là, j'ai été coquine. D'habitude, je montre ce dessin à mon public d'ingénieurs qui se dit « Oh, pourquoi est-ce qu'on n'a pas des idées nouvelles dans le coin ?» Oui, quand on a toujours les mêmes cerveaux, les mêmes parcours, le même type d'individu, c'est beaucoup plus difficile d'innover. Et c'est là où, mesdames les vétérinaires, j'ai pensé à vous. Parce que là, j'ai mis une photo avec que des femmes vétérinaires pour être peut-être un peu plus fidèles. Et pourquoi je vous raconte ça ? On n'innove pas quand on est entre soi. Et en fait, même les meilleurs font des erreurs. Peut-être que certains ou certaines l'ont reconnu. Ça, c'est le logo de l'application Health, donc santé, qui est sur les iPhones. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand ils ont sorti l'application, on pouvait tout suivre, tout monitorer. Votre taille, votre poids, le nombre d'heures où vous aviez dormi. Ouais, pas vos menstruations. C'est quand même un peu ballot quand on sait que ça concerne 52% de l'humanité et que d'ici 2025, ce qu'on appelle la Femtech, l'industrie des Femtech, va peser plus de 50 milliards de dollars d'ici 2025. Donc là, cet exemple, il est là parce qu'en fait, je veux vous éviter de faire exactement les mêmes erreurs que les meilleurs, soi-disant. Et là, spéciale dédicace à Marion Tanguy, qui a créé une plateforme de mentorat vétérinaire. Et là, je vais faire pause, parce qu'on a une conférence sur le recrutement. Quand c'est difficile de recruter, il faut obligatoirement que vous preniez soin des gens que vous avez dans vos équipes. Ça passe par des formations, ça passe par de la collaboration sur différents sujets, et ça passe aussi par du mentorat. Et je veux vous éviter de faire les mêmes erreurs qu'en informatique, qui était un métier éminemment féminin, et où en fait il y a eu une fuite en fait, des femmes ingénieurs. Et donc il faut que vous créiez des réseaux et des réseaux de soutien pour les vétérinaires, peu importe leur genre. Donc là, Marion Tanguy, Louveteau.
On va continuer, et là, je vais vous équiper. Parce que je vous ai dit plein de choses, mais maintenant, on va passer à la partie outils. Et là, si je veux que vous reteniez un truc, c'est ça. L'entretien structuré. C'est la technique la plus puissante, la plus prédictive de la performance d'une personne une fois qu'elle est recrutée, peu importe le métier. Et là, je vais vous le lire. L'entretien structuré consiste à utiliser les mêmes méthodes d'entretien pour évaluer les candidats postulant au même poste. La recherche montre que les entretiens structurés prédisent avec acuité la performance des candidats une fois dans leur poste, même pour des postes eux-mêmes non structurés. C'est chaud patate, mais ce que vous devez retenir, c'est que c'est le truc qui fonctionne le mieux. Et encore une fois, j'ai pensé à vous. Si vous devez décomposer le truc, il y a 5 étapes. Vous l'avez fait hier dans l'atelier de Grégory et Marie-Lou. C'est définir les fiches de poste et les compétences qu'on recherche, les compétences clés dont il faut disposer. Ces mêmes compétences, vous allez les décliner en questions. Et vous allez poser exactement les mêmes questions à tous les candidats que vous allez rencontrer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va vous équiper à ne pas vous appuyer sur vos biais cognitifs si vous avez des candidatures hétérogènes, très différentes les unes des autres. Vous allez aussi réfléchir, et là, je sais que j'ai vu le visage, à des mises en situation, c'est-à-dire des questions où vous allez demander, là j'y pensais hier soir, je me disais, moi je ne sais pas trop ce qui va marcher, mais si quelqu'un n'a jamais fait d'intervention auprès d'une génisse, c'est pas forcément un problème. Parce qu'en fait, si vous posez la question, peut-être que la personne, elle a déjà les bons réflexes parce qu'elle l'a entendu, etc. Et donc, vous devez vous en assurer en entretien. Et c'est très lié aux compétences. Vous devez aussi gérer la durée de l'entretien. Ça peut vous paraître tout bête, mais en fait, on évite les petites conversations. « Ah, tu fais du rugby ? Ah, tu viens de Lyon ?» 5-10 minutes. Parce qu'en fait, c'est ça qui va vous faire vous appuyer sur vos biais cognitifs au maximum. Donc, on se tient à la même durée. Et on remplit une scorecard, donc une carte où on va donner des scores. Et là, comme je suis sympa, je l'ai fait aussi, par exemple pour l'appétence commerciale. Voilà les questions que vous pouvez décliner. Et ensuite, votre système d'évaluation, les étoiles, c'est super. Le pouce, c'est bien. Et le pouce en bas, c'est pas terrible. Et pour vous faire peur, ça, c'est un truc avancé qui nous vient de chez Google. Quand vous faites ça, quand vous avez le temps, eh bien, c'est extrêmement puissant. Et là, pareil, je voudrais faire une pause. Plus vous passez du temps à faire ce travail-là, plus vous en gagnerez à prendre vos décisions derrière et à recruter les bonnes personnes. Promis. Et si vous êtes curieux, je vous ai donné plein de références, je vais vous les envoyer ensuite. Il y a un article d'Amélie Collinet sur comment ça se met en place. Il y a un livre en français que je vous ai mis sur les 10 idées innovantes pour recruter des talents. Et après, c'est 2 ressources en anglais pour ceux et celles qui sont plus à l'aise. Et maintenant, je vais vous donner un exemple. Il me reste 5 minutes et après, je vais pouvoir répondre à vos questions. Ce que je viens de vous présenter, il y a Duolingo. Je ne sais pas si vous connaissez cette application qui vous permet d'apprendre des langues étrangères. Eux, il leur est arrivé un truc. En 2017, ils recrutaient en fait des stagiaires, des apprentis, et ils se sont rendus compte que sur l'ensemble, ils n'avaient recruté aucune étudiante. Et donc, pendant 1 an, ils ont fait plusieurs choses. Ils ont anonymisé les candidatures, ils ont formé les intervieweurs, les personnes qui font des interviews, les entretiens, au biais inconscient. Ils ont diversifié les endroits où ils avaient posté les offres d'emploi. Et vous savez ce qui s'est passé ? Alors même qu'ils s'étaient fixé l'objectif d'atteindre 50% d'étudiantes l'année suivante, en fait, ils ont dépassé cet objectif et ils ont aussi recruté des personnes racisées. Et donc, c'était intéressant de voir qu'en visant une minorité, en fait, ça a profité à d'autres minorités et donc, par extension, à l'ensemble de l'équipe. Et maintenant, ça s'est fait exprès. Il y a des trucs que j'aurais aimé vous dire. Et peut-être qu'on va en parler ensemble pendant les questions. Mais pensez que les entretiens structurés, ça va vous permettre aussi de faire des retours de qualité. On a un point commun, c'est que les gens qu'on a envie de recruter, ils sont extrêmement sollicités. Et en fait, faire des retours de qualité, même aux gens que vous n'allez pas recruter, c'est très important. Pourquoi ? Parce que leur réseau, c'est peut-être des amis ASV, des amis vétérinaires, ça peut être des compagnons, des compagnes. Et donc, en fait, ils peuvent devenir vos ambassadeurs pour vos structures vétérinaires. Donc, vous devez de traiter correctement ces personnes-là. Et là, petit conseil, moi, je déteste les retours écrits.
je prends 3-4 minutes au téléphone. Et à chaque fois, ça fait la différence parce que les gens se disent « Waouh, elle a pris le temps. Bah ouais, en fait, tu m'as donné 2-3 heures, voire plus de ton temps. C'est la moindre des choses. » Alors, j'ai conscience que vous devez tout faire dans vos structures vétérinaires, mais il faut y penser. Et un truc auquel vous devez aussi réfléchir, c'est vraiment comment vous dégagez du temps. Parce que tout ça, ça ne sert à rien si vous faites les choses en mode stress, parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? On va aller chercher, c'est bien conscient. Et maintenant que j'ai fini, je voudrais vous laisser avec une seule question. Que pourriez-vous changer dans votre quotidien pour vous assurer de prendre vos décisions dans les meilleures conditions? Merci. Merci, Carly.